Ah, est-ce que vous me confirmez que c'est reparti? C'est bon, c'est ok? C'est bon, c'est re. Hein? Bon, ça a craché. Hein, ouais, le stream a craché. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais maintenant, comme je suis devenu ingénieur en informatique grâce à mon ami Étoile, tout va bien. Hein, donc j'ai relancé le stream. J'en ai profité pour me boire un petit café. C'est bizarre. Hein. On parle de Trump. Je parle de Trump. Hein, je dis que c'est compliqué pour lui. Et bam, ça crache. Heureusement que je suis pas adepte de la théorie du complot. Hein. Donc, effectivement, j'étais en train de vous dire que voilà, il y a très peu de chances, très très peu de chances que cette procédure d'impeachment aille à son terme parce que c'est extrêmement compliqué. Voilà, je prédis rarement les choses en termes d'actualité, mais là, il y a très très peu de chances. En tout cas, cette petite interruption du stream au moment où on parlait de Trump, c'était assez rigolo. Je veux vous parler de l'Iran aussi parce que c'est vrai qu'on s'interroge déjà sur, au niveau individuel, toutes les questions que se posent certains sur les vaccins. Là, c'est carrément un pays. J'ai trouvé l'article assez hallucinant, l'Iran, qui interdit l'importation de vaccins occidentaux, hein, qui sont les seuls disponibles à ce jour. Alors, j'ai essayé de comprendre. C'est assez étonnant. En Iran, la résistance à l'impérialisme s'étend à la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Il est interdit d'importer les vaccins fabriqués aux États-Unis et au Royaume-Uni. Qui a ordonné ça? Eh bien, c'est lui, vous le voyez ici. Hein, c'est le guide suprême iranien, c'est Ali Khamenei. Si les Américains avaient réussi, c'est ce qu'il explique pour motiver ça, si les Américains avaient réussi à produire un vaccin efficace, eh bien cette catastrophe liée au Covid-19 n'aurait pas eu lieu dans leur pays. Donc il dit, je ne crois pas à l'efficacité de ce vaccin, on est un peu en mode complotiste, et vous allez voir que certains propos tenus par des responsables iraniens confirment un petit peu cette idée, alors que l'Iran reste le pays le plus touché par l'épidémie au Moyen-Orient. C'est quand même extrêmement ennuyeux. Et il y a des politiciens conservateurs qui ont enchaîné, après ces propos d'Ali Khamenei, qui ont évoqué la guerre biologique que les Occidentaux entendent mener contre les Iraniens avec leur vaccin. Guerre biologique, ok, bon. D'autres ont applaudi le guide suprême en évoquant la puce électronique introduite en Occident pour pouvoir tracer les Iraniens. Ok, d'accord. Donc les Occidentaux ont mis... c'est- ah oui, c'est pas Ali Khamenei, c'est le président iranien Hassan Rouhani. Effectivement, la photo. Bien joué dans le chat. Ah bah c'est ça que j'aime moi dans l'interactivité, c'est qu'effectivement, c'était pas lui qu'on voyait, c'était pas Ali Khamenei. Bien joué Rouhani. Merci Silon42, merci à ceux qui me l'ont fait remarquer. Donc, vous avez des responsables iraniens qui disent qu'il y a une puce, électronique qui a été glissée dans le vaccin occidental contre le Covid-19 pour traquer les Iraniens. Mais il y a des gens qui disent ça, quoi. C'est chaud. Voilà. Et c'est pas fini, d'autres responsables iraniens, écoutez bien, ont agité la menace d'une modification des gènes iraniens après l'inoculation des vaccins occidentaux. Très bonne remarque dans le chat, le gros Dédé, j'adore le pseudo. Il y a le vaccin russe et chinois aussi, ils vont sûrement prendre cela. Bien joué, effectivement, le monde l'explique. Effectivement, l'Iran réfléchit à se fournir, notamment auprès, alors est-ce que c'est de la Chine ou de la Russie? Je vais vous le dire tout de suite parce que je l'ai lu. C'est l'un de ces deux vaccins en tout cas. Donc très très bonne remarque. Alors le problème c'est que les Iraniens achètent pas trop ce discours officiel. Et sur les réseaux sociaux en Iran, eh bien, il y a beaucoup de mécontentement, il y a beaucoup de colère, malgré les risques encourus, parce qu'on ne peut pas dire que voilà, l'Iran soit une super démocratie. Voilà. J'ai trouvé ça assez hallucinant que, pour des raisons politiques et diplomatiques, on fasse passer, c'est mon sentiment, la santé d'une population après ces considérations politiques. Une mauvaise nouvelle, j'ai des bonnes, j'ai des mauvaises nouvelles. La Chine, dont on a dit ces derniers jours que l'épidémie était derrière elle, ça repart un petit peu. De nouveau, il y a des cas. Pour la première fois depuis mai 2020, Pékin reconnaît un mort. 22 millions d'habitants, du coup, sont confinés. En Chine, on ne rigole pas avec ça. L'arme, c'est le confinement. Contrairement à la France, on va en parler ce matin, qui a choisi, vous le savez, le couvre-feu à 18h élargi, alors que plein d'autres pays européens ont choisi, eux, plutôt de confiner, de reconfiner. Quelle magnifique transition. Mais je n'ai pas fait exprès, regardez. Bam! Une du Parisien ce matin. Ding! La France du couvre-feu. Alors là, je m'applaudis tout seul.
Je m'applaudis d'autant plus facilement que je ne l'ai pas fait exprès. Et ouais, alors ça c'est vraiment ce qui intéresse beaucoup vos journaux ce matin. Je vous passe très vite les unes des quotidiens nationaux. Après on va rentrer dedans et après on ira voir la presse en région aussi. Donc la France du couvre-feu, bon je pense que vous étiez au courant. Ça commence aujourd'hui samedi. Aujourd'hui on est vendredi. Demain samedi, le couvre-feu à 18h pour tout le monde. C'est la une du Parisien, c'est pas la une de Libération, mais elle est bien cette une, regardez. Je vous disais hier que voilà, de plus en plus de quotidiens, c'est Le Monde le premier qui a fait sa première une, son premier dossier vraiment sérieux sur le malaise étudiant en France aujourd'hui face à la crise sanitaire. On a un très bon dossier aujourd'hui dans Libération, la grande détresse, je vous en parlerai. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'Opinion, j'ai le Figaro. Il est où l'Opinion? T'es où toi, chouchou? T'es là? Voilà, dernier arrêt avant confinement, c'est la une de l'Opinion. C'est un titre qui prend un peu des risques parce que nous dit l'Opinion? On va pas y échapper. On va pas y échapper, je vous résume le truc. On va pas y échapper au confinement, au troisième confinement. Et là, c'est juste une mesure, une mesurette en attendant ça. C'est juste l'avis de l'Opinion, à vérifier. Et puis, le Figaro, pour rester avec la presse nationale, un couvre-feu à 18h pour éviter le confinement. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de une sur cette question. Je vois que la condition étudiante fait beaucoup réagir dans le chat, ça tombe bien parce que je vais vous en parler. Maintenant, on va aller voir la presse en région. Donc, pof. Donc là, l'idée, c'est de survoler la une de la presse en région pour voir ce qui intéresse. Et puis, de temps en temps, on va s'arrêter sur une ou une autre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a de sympa? Tiens, on commence par la une de l'Alsace, où il neige. En se disant bonjour tout à l'heure, plein m'ont signalé que chez eux, notamment en Alsace, il neigeait. Mais regardez, au Rhin, des étudiants sous pression. Voilà, il y a une prise de conscience des médias, et puis manifestement du gouvernement qui a commencé à annoncer des choses. Peut-être pas suffisantes, mais qui a commencé à annoncer des choses. Le couvre-feu à 18h, alors ça, vous allez en voir plein ce matin en une de vos quotidiens, le Berry Républicain, tout le monde a 18h, c'est aussi la une de Centre Presse, le couvre-feu à 18h, ça c'est la même une, paf. J'adore celui-là, Charente libre, un vaccin et au lit, voilà, c'est pas le suppôt, c'est le vaccin. Moi j'adore les jeux de mots à 2 centimes, celui-ci il me plaît bien. Hey, Corse matin, pareil, couvre-feu général, samedi, 18h. La vaccination toujours bien sûr, puisque ça y est, la deuxième phase de vaccination avec dès lundi a priori, si tout fonctionne bien sûr, eh bien début de la vaccination des plus de 75 ans hors maison de retraite en France. Normalement, hier il y a eu des bugs sur le site internet santé.fr. D'ailleurs, on l'a vu en direct, parce qu'à un moment, je vous ai dit, santé.fr, c'est le site sur lequel on peut trouver tous les centres de vaccination dans lesquels eh bien, les seniors peuvent se faire vacciner à compter de lundi. On est allé voir, c'était planté, et en fait, c'est resté planté quasiment toute la journée. Donc, normalement, sur ce site, on doit pouvoir trouver les centres de vaccination. Si vous avez des proches, des grands-parents notamment concernés, qui ont plus de 75 ans, eh ben, vous allez sur santé.fr. Je suis allé voir ce matin pour mon papa. Eh ben, ça marche. Vous avez département par département les centres de vaccination, les adresses, les numéros de téléphone pour prendre rendez-vous. Alors parfois, il y a à côté, il y a prendre rendez-vous en ligne. Bon, moi j'ai essayé chez mon papa. Je vais caler la caméra parce qu'elle bouge un petit peu. Excusez-moi. Hop. Que ce soit bien. Je peux vous dire que ça marchait pas. Voilà. Donc la prise en ligne, ça marchait pas. Mais, en tout cas, il y a les téléphones. Donc peut-être que ça vous intéresse. C'est à cause de mon stream que ça a planté. Le site, je sais pas. C'était bon. Nous, en tout cas, on a déjà réussi à planter le stream. C'est peut-être parce que vous étiez trop nombreux aussi. Vous êtes peut-être trop nombreux. Hop, je fais des petits réglages techniques avant de continuer les unes de la presse en région. Voilà, je suis un petit peu gauche des doigts, comment on peut dire ça? Voilà, tchac. Bon, toi tu veux pas, c'est pas grave. Hop, je t'éteins, toi tu m'énerves. Pof, voilà. Donc vaccination Covid, c'est parti. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à en parler à vos grands-parents. Les plus de 75 ans sont concernés. On continue avec la une de la presse en région. Bah oui, alors là, formidable. La presse en ce moment ne fait que rebondir sur ce que je dis. Faux départ pour les plus de 75 ans. Le Public, c'est la une du Courrier de l'Ouest. Le Public a bien eu du mal, comme quoi je vous raconte pas que des carabistouilles. Le Public a bien eu du mal hier à accéder aux plateformes destinées à prendre rendez-vous pour se faire vacciner. L'État a repoussé l'ouverture ce matin. Alors officiellement, c'est pas parce qu'il y a eu trop de monde à se connecter, c'est parce qu'il y a eu des bugs.
pas trop la différence. Mais officiellement, c'est pas, c'est pas parce que non, tout le monde, c'était pas mal pensé, mais il y a eu des trucs qu'on a voulu régler. Enfin, bon, ouais, ok, d'accord. J'achète moyen cette version. Mais en tout cas, ça n'a pas trop marché et j'espère qu'aujourd'hui, les gens vont pouvoir trouver les infos qu'ils souhaitent. C'est ça qui est important, au-delà des polémiques. La une donc du Courrier de l'Ouest, la une du Courrier du Pays de Retz, vaccination Covid, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a encore d'intéressant? Oh, il y en a une. 18 heures pour tous. Courrier Picard avec le visage de Jean Castex. Hein. C'était hier, annonce en direct à compter de 18 heures de toutes ces annonces. Le fameux variant anglais inquiétant détecté ici à Lille, nous dit le grand quotidien de la région. C'était pas La Voix du Nord, je connaissais pas ce journal. La Croix du Nord. Tiens, c'est un hebdo. L'hebdomadaire chrétien régional d'information. Croix du Nord. Ah mais oui, je pensais que c'était La Voix du Nord. Ok. Variant anglais détecté à Lille. C'est drôle parce que je lis la presse depuis 25 ans et je découvre des nouveaux journaux tous les jours. Mince, on peut pas s'abonner ici, me dit l'air, mythe des frocs, les subs, tout ça. Pour l'instant, non. Mais peut-être que ça changera un jour. Voilà. Suspense. Dernière regardez comment la une de la Dépêche du Midi rejoint celle de l'Opinion qu'on a vue tout à l'heure, qui estimait que cette mesure de couvre-feu à 18h, en fait, s'était reculée pour mieux sauter et qu'on allait avoir se prendre pardon pour l'expression, mais en pleine tronche, le 3e confinement. Dernière étape avant confinement, titre la Dépêche du Midi. 18h, à la maison. C'est un peu la teuf en ce moment, c'est la une de l'Écho républicain. Qu'est-ce qu'on a encore? Toujours, hein, l'éclair des Pyrénées dont je vous parlais tout à l'heure. Couvre-feu à 18h dans tout le pays dès samedi. Couvre-feu généralisé. Hop. C'est la une de l'Est éclair. Voilà. Bon, de temps en temps, on a des belles images comme ça. Moi, on parlait de neige ensemble tout à l'heure. Certains sont concernés. La Lorraine sous la neige. Moi, j'aimerais bien voir. Point météo à Paris. Il neige pas, je vous fais la météo en direct. En tout cas, la Lorraine est sous la neige et c'est beau. Hop, encore de la neige. L'éveil de la Haute-Loire dans les coulisses du déneigement. Certains râlent parfois quand les médias parlent de la neige. Ah, il neige en hiver. Ouh, quelle information. Oui, on peut rigoler un petit peu. Sauf que la neige, ça bouleverse un peu le quotidien des gens quand même. Pour aller au boulot, pour emmener les enfants à l'école, tout ça. Donc ça intéresse quand même les gens. La preuve que si les médias en parlent... c'est que les gens achètent les journaux quand ils en parlent, et les gens regardent les JT quand ils parlent de la neige. Donc c'est que ça doit un petit peu concerner quand même les gens. Vaccination acte 2, titre la Gazette ariégeoise, encore un journal que je découvre. Qu'est-ce qu'on a encore ce matin? À 18h on ferme. C'est l'Indépendant catalan, ok. Mais c'est incroyable. C'est rare en fait... que autant de journaux en fassent la une sur la même actualité. C'est intéressant parce que ça nous dit bien que cette histoire de couvre-feu à 18h intéresse les journalistes et potentiellement les Français, puisque leur quotidien va être bien transformé. On voyage un petit peu, je vous emmène à La Réunion avec le GIR, qui est le journal de l'île de la Réunion, qui nous confirme que maintenant, pour voyager vers la métropole, il va falloir un test PCR négatif. C'est désormais obligatoire en raison du variant sud-africain qui est un petit peu dans la région. Test désormais obligatoire pour pouvoir se déplacer entre la Réunion, la métropole et Mayotte. Voilà pour ce coup d'œil à la une du GIR, le journal de l'île de la Réunion. Qu'est-ce qu'on a encore d'intéressant? Voilà, toujours cette histoire de vaccination qui s'ouvre lundi au grand public, les plus de 75 ans. On le rappelle, Libération Champagne, le couvre-feu à 18h pour tout le monde. C'est pas champagne pour tout le monde, c'est couvre-feu à 18h pour tout le monde. Je suis en forme avec mes blagues nulles, moi. Le couvre-feu partout à 18h, voilà, beaucoup de une sur cette question. La Marseillaise rejoint l'analyse qu'on évoquait tout à l'heure de l'Opinion, à savoir que ce serait la dernière étape avant le reconfinement. On ne sait pas ça, on ne sait pas. C'est une projection, c'est une analyse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la France choisit, salut à ceux qui nous rejoignent, la France choisit vraiment un chemin original, alors que la plupart des pays européens ont choisi là des reconfinements. La France, notamment pour ménager l'économie du pays, qui a pris super cher lors des 2 confinements précédents, tente autre chose, et on verra pourquoi le gouvernement a pris cette décision. C'est avec le dossier du Parisien de ce matin.
Je vais passer rapidement sur ces unes en région parce qu'on voit qu'en fait, bah regardez, la plupart des unes sont soit sur le couvre-feu nord-éclair, soit sur la vaccination. Il y a toutes ces unes nord-littoral, nord-éclair, la Nouvelle République du Centre-Ouest. Bonjour à tous ceux qui vivent dans la région de Tours, la France au lit à 18h. Vous n'êtes pas obligé d'aller au lit à 18h. Mais vous êtes obligé d'être à la maison à 18h, enfin avec plein d'exceptions. Hein. Si vous travaillez, quand vous travaillez, quand vous allez chercher des enfants à l'école, quand vous avez toutes ces bonnes raisons, on revient à l'attestation de déplacement. Hein. Vous allez sur Internet ou sur votre smartphone avec l'application là, contre le Covid et vous téléchargez. Hein, si vous avez une bonne raison d'être dehors après 18h, vous rentrez du travail par exemple, vous allez chercher les petits à l'école, là vous avez le droit toujours. Hein. Donc c'est une règle avec des exceptions, bien sûr, comme pendant les derniers confinements. Le Grand Journal de l'Ouest, Ouest France, couvre-feu, nouveau tour de vis. Et en plus, je vous fais les bruitages, Paris-Normandie, 18h on ferme, ok d'accord, je crois qu'on a commencé à comprendre les vaccinations qui commencent lundi. Écoutez, ce que je fais, c'est que je regarde s'il y a autre chose pour pas vous faire toutes les unes sur le même sujet. Voilà, 18h à la maison, on est d'accord, on a compris. Le progrès de Lyon, 18h pour tous. À 18h on fait... Ça j'adore. Castex retient la nuit. C'est pas un beau titre, ça? Hein? Jean Castex retient la nuit. Vous avez la ref, retient la nuit, c'est... Vous savez ou pas? Vous savez ou pas, retient la nuit? C'est Johnny. Ouais, alors là j'ai envie de faire... Alors vous savez qu'on n'a pas le droit sur Twitch de mettre des musiques pour des raisons de droit d'auteur. Je vais tenter un truc que j'ai jamais fait encore. Parce que je vous trouve sympa. On va tenter un truc, je vais vous chanter la chanson que je ne connais pas. Je vais faire un truc de psychopathe. Ne bougez pas. Voilà, je vais mettre des écouteurs. Je vais mettre Johnny, ok? Je vais mettre Johnny. Attendez. Je vais vous chanter. Voilà. On va contourner l'interdiction. Alors, je connecte mes écouteurs. Parce que je suis en mode ingénieur là. Alors viens par là, toi. Ok. Ok, ça marche. Je vais mettre la chanson dans les oreilles. Vous l'entendrez pas. J'ai le droit, ça. Hein. Ça passe. On est d'accord que si je chante, ça passe. On est d'accord? Ok. Et je vais m'afficher les paroles sur ma tablette. Et comme ça, vous pouvez chanter avec moi. Ok, vous êtes prêts, les gars? Les filles, 10h08, c'est une grande première, Mondiovision, internalisation, je chante super mal, donc d'après mon ami Étoile, ça va pas être repéré, ça va pas être banni, ça dépend si tu chantes trop bien, ça peut sanctionner. Alors il y a aucune chance que je fasse sanctionner, vous allez comprendre pourquoi. Mais voilà, on est là pour rigoler, je chante comme une casserole, Retiens la nuit, Johnny Hallyday, par Samuel Etienne. La nuit, pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, quand amour raye le jour, et nous fasse oublier la vie. J'adore. Ah, l'idée du siècle. J'enlève mes écouteurs, je remets les écouteurs là pour écouter. Alors, je me suis pas entendu. Je me suis pas entendu parce que j'avais les écouteurs et j'avais surtout Johnny dans les oreilles. On va faire un sondage très rapide. Est-ce que ça a été une catastrophe ou pas? Je me suis pas entendu. Je vais réécouter le replay en fin de journée pour voir. Mais j'ai trouvé que c'était une idée drôle de rebondir sur le titre de ce journal sur Retiens la nuit et pour contourner le ban sur les droits d'auteur de vous le chanter. Donc, ma prestation en Johnny, c'était aussi un hommage au grand Johnny. Ok, Johnny, je crois que c'est 2 N, non? Johnny. Ouais, c'est ça. Alors, première possibilité catastrophique. Ok. Catastrophique. 2, superbe. Hein. Et 3, pour les gens un peu gênés de je ne préfère pas répondre. Voilà, je sais ce que ça voudra dire.
genre en mode, écoute, en fait, je vous aime beaucoup, Samuel, donc je voudrais pas être trop dur, mais on va dire ça, je préfère pas répondre. Voilà. Donc, ma prestation en Johnny à l'instant, catastrophique, superbe, je ne préfère pas répondre. Alors, ça va être une surprise pour moi. Ah, il y a trop de caractères, je préfère pas répondre. Voilà, il y a trop de caractères, paf. Ça va être une surprise parce que moi, je me suis pas écouté. Je sais juste que je chante comme une casserole. Et c'est parti. Tac, sondage, les amis. Vous êtes voilà, allez, n'hésitez pas à actualiser le chat pour voir les résultats. Voilà, tu chantais trop bien, tu vas être ban, DMCA, parce que le bot ne fera pas la différence, vous êtes trop mignon. 54%, je préfère pas répondre, vous êtes trop cool. Merci aux 32% qui sont des petits menteurs, mais qui sont super gentils, qui me disent que c'était super, parce que je sais comment je chante. Et puis, bon, catastrophique, 12%, bon, voilà, vous êtes dans le mode FC honnêteté, vous êtes dans le mode FC dur aussi, quand même, hein. Vous auriez pu dire, je ne préfère pas répondre, mais bon, je respecte. 59% ne préfèrent pas répondre. Je pense que je sais pourquoi. Vous êtes 3000, presque 4000 à avoir voté. Superbe 29%, c'est faux mais c'est sympa. Et 11%. Catastrophique. Ok. Allez, terminé le sondage. Merci à tous. On retourne à l'actualité ou pas? Parce que c'est pas tout de chanter Johnny. Mais on va retourner voir les journaux. On était, je crois, avec la presse en région. Pof. Ok, et je pense qu'on a vu l'essentiel. Donc il y avait Il est où le retient la nuit qu'on a vu ensemble? Retient la nuit, c'était la une de la Provence, voilà. Et puis on s'est dit qu'il y avait beaucoup de une sur la presse en région, donc voilà. L'autre journal breton qui est sympa aussi, c'est le Télégramme. Couvre-feu à 18h. Tiens, ce qui va changer, on est un petit peu dans la pédagogie. Mes oreilles saignent, vous n'êtes pas sympa. Toria la chaîne, et oh, mes oreilles saignent. Non mais sérieux. Dernier tour de vis avant reconfinement, la une de l'Union, pop. Rien de... Ok. Ah, la Voix du Nord. Voilà. 18h dans tout le pays dès demain. Ok, samedi. Et les premiers flocons de neige dans la région. Est-ce qu'il neige? Toujours pas. Le mec qui va se retourner 15 fois pendant le chat. Voilà. Allez, on finit avec la neige. Le département s'adapte au froid. Là, on est à Vosges-Matin. Une région qui connaît un petit peu le froid et la neige. Les hémorroïdes aux oreilles. Non, ça un peu exagéré. Bon, ça c'est pour la presse régionale. On va rester un peu avec la presse régionale, vous allez voir, parce que je suis allé au-delà des unes ce matin. Je me suis levé à 5h du matin pour lire les journaux pour vous. Et j'ai vu des petits trucs sympas. Alors, je vais vous les lire à l'intérieur de ces journaux en région. De quoi je vais vous parler? C'est parti. Ouais, bon, il y a des petites histoires mignonnes. Regardez ça par exemple. Je reprends la une de la Charente Libre, vous savez, un vaccin et Oli. Mais regardez en haut à gauche ce titre. Gurat, il offre Patrick Fiori à sa femme. Il offre Patrick Fiori sur un plateau à sa femme. J'ai trouvé ce titre un petit peu bizarre quand même. Hein. Je sais pas si c'était fait exprès, mais il est bizarre ce titre, non? Il offre Patrick Fiori à sa femme. Alors, j'ai voulu lire. Voilà, je préfère un kebab, je lis dans le chat. Vous êtes fous. Et en fait, c'est super mignon. Lauriane et Mathieu Gendron ne reviennent toujours pas. Demain samedi à 21h, ils pourront se regarder sur France 2. Le couple a participé à l'émission La Lettre, dont le principe est de mettre en relation une célébrité avec des anonymes qui ne s'y attendent pas du tout. Donc en fait, monsieur a fait une surprise à madame, il l'a emmené à Paris, voilà, il lui a inventé un truc un peu bidon, et en fait, la surprise, c'est qu'elle est fan, madame, de Patrick Fiori. Ils sont venus en famille, on voit les deux petites filles là qui sont adorables d'ailleurs sur le plateau, avec Patrick Fiori qui chante, et voilà, c'était une belle surprise pour elle, d'où ce titre qui est un petit peu intriguant quand même. Il offre Patrick Fiori sur un plateau à sa femme. Bon, dans l'actu, il y a aussi des trucs légers comme ça. On continue dans la légèreté, parce que là, on a parlé de Covid-19 et tout, ça va, hein, la crise sanitaire. On va changer les idées. J'ai vu passer un dossier récemment dans un magazine sur le vin sans alcool. Vin sans alcool? Moi, je suis très bière sans alcool, parce que je bois pas beaucoup, mais vin sans alcool, qu'est-ce que ça vaut, le vin sans alcool? Alors, et là, je vois dans Sud-Ouest de ce matin, Sud-Ouest, terre de vignoble, on a testé le vin sans alcool chez l'un des spécialistes girondins. Let's go, c'est parti. Le vin sans alcool à sa cave, c'est parti. Alors, j'apprends d'abord que c'est tout un processus. En fait, le vin sans alcool, c'est un vin
et on lui a retiré l'alcool. C'est pas a priori, la plupart du temps, c'est pas un mode de production particulier où il n'y a pas d'alcool. C'est un vin normal et après, on lui enlève l'alcool. Alors c'est un peu secret, mais la méthode la plus courante, nous explique Sud-Ouest ce matin, l'alcool, ça s'appelle l'osmose inverse. L'alcool est isolé des autres éléments par filtration et retiré. Tout l'enjeu, bien sûr, du jus de raisin en gros, et bien justement, vous allez voir la conclusion de l'article. L'alcool est isolé. L'enjeu est de ne pas enlever au même moment d'autres éléments bénéfiques, de ne pas décharner le vin, de le condamner à être creux et insipide. Donc là, on voit qu'on a affaire à quelqu'un qui connaît bien le vin. Alors, qui peut être intéressé? Ceux qui n'aiment pas l'alcool, mais qui veulent trinquer avec des amis. Ceux qui ont trop consommé et ils veulent arrêter, ouais, c'est une bonne raison. Les femmes enceintes, les diabétiques, ceux qui ont des prescriptions médicales, ceux qui sont au régime et tout. Alors je vois qu'il y a plein de réactions. Notamment en mode, c'est du jus de raisin. Alors, conclusion de l'article, justement, le journaliste essaie d'être sympa, mais prudent, mais il conclut en disant, une fois en bouche, parce qu'il a goûté, en fait, il est allé au bout de son job, la boisson est aux confins du classique jus de raisin. Hein. Mais en moins sucré et moins sirupeux, donc des vins fluets, loin de ceux plus structurés et tanniques, habituels sous nos latitudes. Bon, le journaliste est sympa, mais en fait, il nous dit que c'est du jus de raisin. Ça ressemble à du jus de raisin. Voilà. Bon. Ça me faisait marrer parce que je me demandais à quoi ça ressemblait. Bon, j'ai la réponse. C'est une affaire dont on a parlé et donc je me sens obligé d'en reparler. Parce qu'il y a quelques jours, on a vu la une du journal de La Réunion, le journal de l'île de La Réunion, qui parlait de cet accident avec des candidats de télé-réalité, les anges de la télé-réalité. Il y avait un tournage qui s'apprêtait à commencer à l'île de La Réunion et il y a eu un incident assez grave. Ça s'est passé dans un restaurant et beaucoup de journaux en ont parlé, qui a impliqué des candidats de cette émission de télé-réalité et un maire qui s'appelle Joé Bédier, qui est un maire d'une commune de l'île, donc qui est très connu. Et il y a eu échange de coups, il y a eu bagarre et tout. Alors, dans un premier temps, c'est ce que nous disait la presse, vraiment, on a crié haro sur les candidats de la télé-réalité. On a dit, ouais, c'est des jeunes écervelés, ils ont provoqué les Réunionnais chez eux, et donc, bagarre, ouais. Et puis d'ailleurs, ils ont quitté l'île. Donc, c'était un peu la première lecture, c'était un petit peu de leur faute. Et en fait, l'enquête avance. Et c'est pour ça que je me sens obligé de vous en parler, parce qu'en fait, l'histoire est peut-être plus compliquée que ça, et c'est peut-être pas ces candidats de télé-réalité qu'on aime bien critiquer, qui sont à l'origine de cette affaire. Selon le journal de l'île de La Réunion, c'est le fils du maire, vous voyez, qui est à l'origine des coups. En tout cas, c'est ce que disent les avocats des candidats de télé-réalité, et c'est vrai que l'histoire est peut-être plus compliquée. C'est la nounou, en fait, de ces candidats de télé-réalité qui aurait été prise à partie par un membre de la famille du maire Joé Bédier. En fait, elle s'est adressée au table parce qu'elle s'est aperçue que pendant le repas, plein de photos arrivaient sur Internet prises en fait du repas des candidats de la télé-réalité sans que leur avis ait été demandé. Donc elle a fait remarquer gentiment, disent les avocats, aux autres tables de gens qui venaient manger ici, que c'était pas très cool de ne pas demander l'autorisation. Je suis assez d'accord quand même de prendre des photos et de les envoyer sur Internet. Ça se fait pas. Donc elle fait la remarque, a priori gentiment, selon son avocat, et tout de suite elle est insultée, invectivée sur son physique. Elle est insultée en français, en créole, qu'elle ne comprend pas. Du coup, il y a un candidat et une candidate de télé-réalité qui s'en mêlent, la discussion devient houleuse, et puis ça part un peu en fight et en bagarre. Et alors voilà, donc on a deux versions, la version du maire, et maintenant on a la version un petit peu des candidats, ce qui change un petit peu la donne, et le maire Joé Bédier n'a pas souhaité s'exprimer pour l'instant. Il va tenir bientôt une conférence de presse sur le sujet. Donc je me sentais obligé d'y revenir, parce que je vous avais donné une première version, qui était la version un petit peu réunionnaise, la version de l'élu. Et maintenant, on a une autre version. Et voilà. Et le journalisme, c'est aussi d'être prudent dans les informations qu'on vous rapporte. Donc, même si c'est un petit peu anecdotique, la télé-réalité, je ne voulais pas non plus ne vous donner qu'une seule version. Ça, c'est chouette. Elle est magnifique, cette une, regardez. Là, on est dans la presse en région. L'Ardennais. Rimbaud à jamais Ardennais. Alors, c'est une très belle une. Et en fait, c'est une question qui est assez passionnante. Hop, je vous l'ai mise là. Il y a une pétition qui circulait depuis quelque temps pour en fait que Rimbaud, le poète, soit panthéonisé en même temps que Verlaine. Ouais. Une pétition qui a été extrêmement signée. Sauf que les descendants
de Rimbaud avait pas du tout envie en fait qu'il soit panthéonisé et qu'il continue à reposer où ça à Charleville où il est aujourd'hui. Et le président Macron, alors c'est pas John Rimbaud, c'est pas John Rimbaud, c'est Rimbaud, hein, c'est le poète. Ils étaient amants, exactement. Et c'est lié en fait la liaison qu'avaient Verlaine et Rimbaud dans cette histoire. Parce que donc le président Macron a tranché, hein, c'est lui qui décide qui est panthéonisé ou pas, et il a dit finalement non. Donc à Charleville on est très content, la famille aussi est très très contente. Donc l'idée c'était faire entrer Rimbaud et Verlaine au Panthéon ensemble comme couple et comme poète. C'était un petit peu le pourquoi de la pétition. Donc c'était très très serré. La famille avait très très peur justement que cette pétition arrive à convaincre le président Macron. Et finalement, il a pris la décision inverse. Donc Arthur Rimbaud va rester auprès des siens. Et alors le journal L'Ardennais rapporte que c'est peut-être la prise de position de Dominique de Villepin, vous vous rappelez, l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac, qui a pris la plume dans Le Monde et qui a écrit ceci. Deux vies, deux œuvres aussi protéiformes seraient réduites à une passion amoureuse. Cette essentialisation qui paraît reléguer la poésie au rang d'accessoire est en soi si caricaturale qu'elle n'appelle d'autres commentaires qu'un immense éclat de rire. Voilà. Je trouvais ça intéressant comme argument. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Rimbaud ne va pas donc reposer au Panthéon, en tout cas pas en tant que couple avec Verlaine, puisque c'est un petit peu cette histoire. Je trouvais ça assez étonnant, cette histoire qui était donc à lire dans l'Ardennais, démonstration que notre presse écrite, notamment notre presse régionale, est quand même riche de plein d'articles au quotidien à lire, plein de choses passionnantes. La preuve en est, c'est que j'arrive jamais à vous parler de ce que je veux vous parler. Il est 10h22, on est censé s'arrêter dans une demi-heure. Je vous ai parlé de rien. Il est déjà 10h22. Mais comment ça se fait ? Mais c'est pas possible. Le temps passe trop vite. Bon, alors maintenant, on va rentrer dans la presse nationale. Et donc, on va aller chercher Le Parisien. La France du couvre-feu. Là, on rentre un petit peu dans le détail de cette histoire. La question qui est très intéressante posée par Le Parisien, est-ce que ça va être efficace ? Le Parisien, en tout cas, publie une étude qui atteste de la pertinence du couvre-feu à 18h, donc sur son incidence, ses conséquences sur la circulation du virus. Voilà. Édito de Jean-Michel Salvatore, l'option française, il est là, à gauche, Jean-Michel Salvatore, l'édito, vous le voyez bien, hop. En annonçant une généralisation du couvre-feu, l'exécutif, le gouvernement français, emprunte un chemin original. La plupart des autres pays européens ont opté pour un troisième confinement. Emmanuel Macron et Jean Castex n'ont pas retenu ce remède de cheval, donc le confinement, avec les conséquences que vous savez pour l'économie. On va donc généraliser le couvre-feu en le complétant notamment en mesures dans des écoles, contrôle renforcé aux frontières, etc. L'exécutif estime que pour l'instant, il peut encore ne pas mettre le pays à l'arrêt, confinement, car les chiffres de contamination et d'hospitalisation sont moins inquiétants qu'ailleurs. Fidèle à lui-même, Emmanuel Macron fait du en même temps, selon Le Parisien. C'est un choix réversible, bien sûr, si la situation s'aggrave, en attendant la généralisation du vaccin. Et donc, pour vous la faire courte, il y a une étude de scientifiques qui, dans Le Parisien, confirment qu'effectivement, le couvre-feu à 18h, dans les départements où ça a été mis d'abord, a eu des conséquences positives sur la circulation du virus. Donc, croisons les doigts et espérons effectivement que ce soit le cas pour échapper, je pense qu'on sera tous d'accord, au troisième confinement. J'en perds mon iPad. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh là là, j'en perds mon iPad. Qu'est-ce qu'on a encore ? Ok, il y a les différentes mesures, parce qu'effectivement, il n'y a pas que le couvre-feu. À la cantine, il y a un petit serrage de vis. Le sport en intérieur à l'école, ce sera plus possible. Et puis, je vous en ai déjà parlé, retard à l'allumage. Regardez en bas de l'article. Pour les inscriptions à la vaccination, mais ça je vous en ai parlé, le site santé.fr qui est censé recenser toutes les adresses, les coordonnées, les numéros de téléphone des centres de vaccination où les plus de 75 ans vont pouvoir se faire vacciner à compter de lundi. Ça a super craché, super buggé hier, mais là je suis allé ce matin pour mon papa, il était assez tôt, vers 7h30, 8h, et ça marchait très bien. Rapidement un mot de ce feuilleton dont on a commencé à parler hier. Ça semble un petit peu aride comme ça, mais en fait c'est passionnant. Donc c'est le groupe Carrefour français, distribution, les hypermarchés, tout ça, qui est visé par une offre d'achat en fait, par un groupe québécois. Alors Carrefour regarde ça avec beaucoup d'intérêt parce que le chèque proposé est vraiment conséquent. Sauf que la France, le gouvernement, Bercy, le ministère des Finances a mis son veto en disant
on va bloquer ça. Et on a vu ensemble hier dans la presse que, eh bien, ouais, Couche-Tard, c'est le nom du groupe québécois, exactement. Je vois que certains ont la ref. FC Papa Étienne, ça c'est mignon, merci beaucoup. Tabernacle, vous êtes très en forme, hein. J'adore. Et donc Bercy a mis son veto, va mettre son veto si ça va plus loin. Et on a vu hier ensemble que la loi autorisait effectivement le gouvernement français à interdire au nom de l'indépendance, la souveraineté nationale et alimentaire, eh bien, pouvait bloquer ce genre de choses. Ce qui est intéressant dans cet article du Parisien, c'est qu'en fait, Carrefour continue les discussions avec le groupe québécois, comme si de rien n'était. Donc là, on a un petit bras de fer, les amis, qui arrive, un petit bras de fer des familles entre le gouvernement, Carrefour et notre groupe québécois. Ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer. Je dois vous quitter, à la semaine prochaine. Salut, même Genius, à très vite. Hier, quasiment en direct, on a suivi ensemble la conférence de presse du nouveau patron de Renault, le constructeur automobile qui essaie de se relancer. Donc on a découvert hier, eh bien, ce qui est encore un prototype, c'est la voiture jaune là à droite, hein, qui est peut-être dans pas longtemps une nouvelle R5, la mythique R5, mais totalement électrique. À gauche, vous avez l'ancienne, lancée il y a 50 ans, hein, c'est un peu une voiture mythique, et à droite, vous avez le concept car qui pourrait donner cette nouvelle R5, cette fois électrique, et on l'espère avec un prix abordable. Je vous ai dit que les prix baissaient de plus en plus pour les véhicules électriques. Et puis sinon, vous avez aussi, parce que le groupe Renault, c'est plusieurs marques, en bas à gauche, vous avez un véhicule Dacia qui va arriver en hybride. Je crois qu'il n'y a pas encore de motorisation hybride chez Dacia. Dacia, c'est une marque intéressante parce que elle est, je ne sais pas de la pub, hein, mais c'est intéressant, notamment sociologiquement, parce qu'on se rend compte que les gens qui achètent Dacia, c'est les gens qui disent je ne veux pas mettre tout mon argent dans la voiture. Je veux une voiture fiable, un truc qui fonctionne, mais je veux pas mettre tout mon argent là-dedans. Et puis surtout, la voiture, c'est pas tout. Il y a un truc, un détachement aussi, qui est de plus en plus répandu, notamment chez les jeunes, vis-à-vis de la voiture, qui est plus aussi importante en termes d'image que pour les générations précédentes. Et donc, on achète Dacia. On peut acheter parfois une voiture plus chère, mais on achète Dacia parce qu'on se dit, ça suffit. Et donc, ce modèle, il est intéressant parce que là, ce serait la Dacia Bigster. Pourquoi Bigster? Parce que ce serait un SUV 7 places et a priori qui va arriver en version hybride offensive de Renault. Renault qui a beaucoup souffert de la crise sanitaire, qui a perdu beaucoup de terrain. J'aurais jamais le temps de vous parler de ça. 10h27. On est ensemble jusqu'à 11h. Allez, très rapide. Dans la presse, il y a des choses très sérieuses. Et il y a des choses... non, ça c'est sérieux, mais c'est un petit peu... Ça fait rire aussi. Par le titre, je ne sais pas si vous avez vu. Je vous lis le titre. Rien que le titre, c'est du bonheur. Même si l'histoire derrière, elle est un peu triste. Arnaque à l'amour, Farid, le mytho, a-t-il encore frappé? Arnaque à l'amour, Farid, le mytho, a-t-il encore frappé? Oui, c'est quoi ce titre? Me demande Edwin97. Je vous explique. En fait, c'est un monsieur, donc c'est lui là. C'est son vrai surnom, c'est comme ça qu'on l'appelle dans son quartier, du côté d'Aubervilliers, je crois, voilà, d'Aubervilliers. En fait, c'est un monsieur qui fait ce qu'on appelle de l'escroquerie au sentiment. Donc il va je vous résume le truc, il va sur les sites de rencontres, et puis il séduit des femmes, en général il fait attention qu'elles aient un petit peu de sous, et puis il fait acheter à la dame, pour elle, des choses, hein, des sacs ou une voiture. Puis en fait, c'est lui qui les utilise très vite, en fait, qui les récupère, en fait, il les revend derrière. Parfois, il se fait acheter des trucs pour lui aussi, et puis c'est pareil, c'est revendu. Et puis quand il a un petit peu essoré le compte bancaire de la dame, il disparaît. Il a déjà été condamné pour des histoires comme ça, et en fait, là, il est soupçonné d'avoir recommencé. Donc en fait, bon, c'est une petite affaire. Juste, là, vous avez une photo de montre, là, c'est une Audemars Piguet, je crois. Ça vaut très 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 cher. Voilà, elle a 68 000 € celle-là. Voilà, ça c'est une montre qui s'est fait, qu'on lui a offert. Voilà. Donc évidemment on est dans l'arnaque, dans l'escroquerie, et la police est en train de se demander s'il n'a pas recommencé. Il a déjà été condamné une première fois. Bon, ça c'est petit appel à la prudence quand même, hein, parce que ce genre d'affaire est assez fréquent en fait, donc attention quand même aux mythos ou aux escrocs de l'amour, parce qu'en fait ça existe, voilà, c'est pas que dans les films. Je voulais juste vous en parler pour ça, et aussi parce que le titre il est juste génial. C'est quoi condamnation? Qu'est-ce qu'il a pris? Je peux vous dire, je vois une question dans le chat. Qu'est-ce qu'il a pris? 3 ans de prison ferme. 2018, 3 ans de prison ferme pour des faits commis entre 2012 et 2015. Ouais, 3 ans ferme, voilà. Et puis il a été condamné en fait 2 fois
Puis il y a eu bracelet électronique, voilà. 3 ans ferme quand même, hein, voilà. Bon. Pour Farid, le mytho, regardez en haut à droite, une de ses victimes endettée pour 30 ans. Il y a une dame, pendant 30 ans, elle va devoir rembourser l'argent qu'elle a dépensé pour ce monsieur, ok. Donc les conséquences quand même sont assez gravissimes parfois. Libération, étudiants, la grande détresse, je me félicite qu'il y ait de plus en plus d'articles pour souligner la condition extrêmement difficile des étudiants. C'est Le Monde, le journal Le Monde qui a dégainé le premier, on l'a vu ensemble avec, il y a quelques jours, un dossier très bien fait sur ce que Libération a écrit ce matin, là, l'état psychologique très précaire des jeunes privés de cours à l'université, frappés de plein fouet par les restrictions dues à la pandémie, qui inquiète de plus en plus, et c'est bien qu'on en parle. Je vois que le FC étudiant est dans la place. Excellente édito de Paul Quignot dans Libération ce matin. Je vous en lis ces quelques lignes qui résument bien la problématique. Faux départ, c'est le titre de l'édito. Un amer faux départ. C'est peut-être des reportages et récits que Libération publie aujourd'hui, l'expression faux départ qui résume le mieux le mal-être qui, Covid oblige, affecte les étudiants. Faux départ du cocon familial. Faux départ dans les études avec des cours en visio quand ils ont lieu. Faux départ pour tisser ces liens amicaux souvent durables. Faux départ dans l'apprentissage d'une activité professionnelle. Bref, faux départ dans cette nouvelle vie qui devait s'ouvrir si déterminante pour se forger un avenir. Mais qui en réalité se ferme à tout ce qu'un jeune espère. Il est bien cet édito. Responsables d'associations ou de syndicats étudiants, professeurs d'université, cadres de l'administration, tous font le même constat alarmant, les étudiants vont mal. Scolairement, socialement, psychologiquement. Et si on ne fait rien, on va dans le mur, redoutent nos interlocuteurs, écrit Paul Quignot ce matin. Depuis le début de la crise sanitaire, l'université est l'un des angles morts de la politique gouvernementale. On ne s'en est pas bien occupé de nos étudiants. Estime Libé. Jeudi, le Premier ministre a parlé des étudiants comme d'une source de préoccupation majeure. Il était temps, écrit le journaliste. Il a annoncé un assouplissement des contraintes pour permettre un retour très limité pour les étudiants de première année en cours de TD. Mieux que rien. Une réunion va enfin se tenir aujourd'hui entre le gouvernement et les représentants du monde universitaire. Bonne nouvelle, parce que le défi est énorme. Voilà, excellent édito, je trouve, de Paul Quignot, qui résume bien toutes les difficultés qui se posent au milieu étudiant aujourd'hui. Vous avez un article sur les cours à distance qui souvent sont pas super réussis. Donner des cours à distance visio, excellent titre. Visio d'horreur, pas vision d'horreur, visio d'horreur. Je vous passe les détails, mais le reproche qui est fait, c'est que un cours à distance, c'est pas un cours classique. Et ça peut pas se faire de la même façon. En fait, il faut une autre méthode pédagogique et les professeurs, les enseignants ne sont pas toujours dans le coup, ils ne sont pas forcément formés à ça et ils n'ont pas forcément pris conscience qu'un cours à distance, ça devait se faire différemment, par exemple avec il y a des propositions, de l'interactivité rajoutée, des questionnaires, des jeux collaboratifs, des forums, voilà, ou des sondages, comme des sondages qu'on fait ensemble sur Twitch. Des nouvelles aussi dans Libération de Diary So. Moi sur Twitter, je me suis permis de retweeter il y a quelques jours. C'est pas quelque chose que je fais souvent, mais un appel lancé par les proches de cette jeune étudiante parisienne qui a disparu. Je fais pas ça souvent, mais là ça semblait un peu inquiétant. Donc Diary So, c'est une jeune étudiante sénégalaise qui était étudiante en classe prépa à Paris, dans le célèbre lycée Louis le Grand, et puis qui n'a plus donné signe de vie depuis le 4 janvier. On n'a toujours pas, on est le 15 de nouvelles de cette jeune femme, Diary So. Alors elle est très connue en fait au Sénégal parce que, je vous résume un petit peu son histoire. Elle n'est inconnue de personne dans le pays. Et écrit Libé, elle a été par 2 fois sacrée meilleure élève du Sénégal quand même. Elle a remporté le concours général, qui est suivi avec passion par les Sénégalais, moi j'ai appris ça, au point que les lauréats du concours général sont félicités par le président de la République lui-même au cours d'une cérémonie retransmise à la télévision. Alors moi, je trouve ça génial, et je pense qu'on devrait faire ça en France. Bon, je passe. À 20 ans, Diary So était également connue pour avoir publié son premier roman, elle a 20 ans, Sous le visage d'un ange, publié aux éditions de L'Harmattan. Bon, elle n'a pas donné de nouvelles depuis le 4 janvier. Tout le monde s'inquiète. Certains évoquent une disparition volontaire, une fugue avec un garçon. Ses proches interrogés au Sénégal n'y croient pas du tout. Voilà, Libération en fait a envoyé quelqu'un
Regardez, en fait, c'est une envoyée spéciale, Anne-Sophie Fèvre, le cadre, envoyée spéciale à Malicounda, qui est la localité d'où vient cette jeune femme au Sénégal, et la reporter est allée rencontrer les proches. Et en fait, eux ne croient pas à une disparition volontaire. L'enquête, eh bien, elle est au point mort. Comme le constate ce titre-là de Libé, les enquêteurs explorent des voies, mais restent sans voix. Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est arrivé à cette jeune femme, mais je me dis que peut-être que quelqu'un la verra, la reconnaîtra, peut-être même quelqu'un du chat, et j'espère qu'on retrouvera cette jeune femme saine et sauve. La une de l'opinion, c'est sur le couvre-feu, dernier arrêt avant le confinement, certains journaux estiment qu'on ne va pas y échapper, c'est l'avis de l'opinion. Pour l'instant, moi, je n'en sais rien. Ce qui est intéressant dans l'opinion, c'est les conséquences économiques de chaque mesure. Écoutez bien, c'est page 2. Économiquement, on sait que le premier confinement, école fermée, vous vous rappelez, a fait chuter l'activité de 30%, activité économique, au mois d'avril. C'est énorme. Plus souple, le deuxième confinement avec les écoles ouvertes, baisse de 12% au mois de novembre. Et le couvre-feu national à 18h ralentirait l'économie de seulement 7%. C'est l'une des raisons pour lesquelles cette solution, un petit peu unique en Europe, a été choisie par le gouvernement, explique l'opinion, et c'est ce que nous disait aussi le Parisien. Patrick Furet, ça y est, on a vu la presse en région, c'est pas mal, ça veut dire qu'on a vu le Parisien, ça veut dire qu'on a vu Le Monde, ça veut dire qu'on a vu le Figaro. Non, le Figaro, je vous l'ai mis de côté aussi. Ah, il est là. Tac. Et c'est pas mal finalement, on a parlé de plein de choses en quelques minutes là. 15 qui est intéressant en une du Figaro, cette une sur le couvre-feu à 18h. On a le fameux plan de ce monsieur que vous voyez sourire là, le plan de Luca De Meo, qui est le nouveau patron pour relancer Renault, on en a parlé ensemble. C'est ça qui est intéressant, page 2. Et là, on va faire un petit sondage ensemble. Vous êtes prêts les amis? Vous êtes vous êtes 11 000, c'est cool, parce qu'on va faire un sondage maintenant, parce que ça a changé, on en parlait hier, c'était la une du Parisien. Les Français ont changé d'avis, ils étaient majoritairement sceptiques sur la question du vaccin contre le Covid-19, et puis ça a changé. Regardez ce sondage ici, vous ferez-vous vacciner? Sondage Odoxa, je cherche toujours la source, faut savoir d'où ça vient. Odoxa pour le Figaro et France Info, vous ferez-vous vacciner? Non, 43%, oui, 56%. Ça a changé. Le Parisien nous disait hier, ça a changé, notamment parce que les Français se sont rendus compte qu'à l'étranger, où ça vaccinait parfois plus massivement, il n'y avait pas eu de problème, il n'y avait pas eu les fameux effets secondaires tant redoutés. C'est l'une des explications, sans doute. Et alors, ce qui était intéressant, c'est que je ne sais pas si vous étiez avec moi, mais il y a un bon petit moment déjà, quand on avait constaté ensemble cette méfiance, cette défiance même des Français vis-à-vis du vaccin, j'avais fait un sondage sur ce stream, et je m'étais rendu compte que vous, en fait, vous étiez pas du tout sur la ligne des sondages, c'est-à-dire que vous étiez beaucoup plus pro-vaccin. Il y avait en gros 2 tiers, 1 tiers. Il y avait une partie aussi des gens qui ne savaient pas, qui était importante. Mais vous étiez en tout cas une forte majorité à être pro-vaccin, beaucoup plus que la moyenne des Français. Ça m'avait interpellé, j'avais trouvé ça intéressant. Et je me suis dit, refaisons maintenant un sondage ce matin pour voir, vous ce matin, ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez vous faire vacciner? Est-ce que aujourd'hui vous dites non, je ne vais pas me faire vacciner? Ou 3, je ne sais pas. 3 alternatives, mais je trouvais intéressant de voir l'évolution du chat sur cette question. C'est parti pour un deuxième sondage. Tout à l'heure, c'était sur ma prestation en Johnny. Je vais aller réécouter tout à l'heure. Pour ceux qui ont raté, j'ai chanté Retiens la nuit de Johnny Turner. Nouveau sondage. Tout simple. Allez-vous... Toc, 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 toc. Je tape n'importe comment. Allez-vous... faire vacciner contre le Covid-19, ça va de soi. Je ne vous le précise pas. Première réponse, c'est tout simple, c'est tout basique, c'est oui. Je vais me faire vacciner. Deuxième, c'est non, je ne veux pas me faire vacciner. 3, c'est je ne sais pas. Je suis très curieux de ce que ça va donner. Je vais lancer le sondage et me faire un petit café aussi. Je ne sais pas. Viens par là, toi. Oui, non, je ne sais pas, c'est parti. Tac, c'est parti pour 1 minute 30 de sondage. N'hésitez pas à actualiser le chat pour voir les résultats. Moi, je coupe mon micro pour vous éviter les glouglous du café. Et puis, je vous mets même la musique du café
pendant qu'on regarde les résultats s'afficher. Top. Alors, on en est où? C'est très intéressant parce qu'en fait, vous connaissez quand même un peu la même évolution. C'est-à-dire qu'en fait, le oui se renforce. Un 62% de oui, 25% je ne sais pas, et il ne reste que 13% de non. Donc de mémoire, le oui est un peu plus fort que la dernière fois. Le je ne sais pas est toujours très fort et le non semble avoir légèrement reculé. Mais vous êtes quand même très au-dessus de la moyenne des Français concernant le oui, puisque je vais reprendre l'article du Figaro. Aujourd'hui, on a 56% de oui, je vais me faire vacciner, et vous êtes 62%, donc c'est un peu la confirmation déjà du sondage qu'on avait lancé la dernière fois, et je vous félicite parce que vous êtes 3000, 4000, 5000 à avoir voté. Hop, merci pour ce sondage les amis, et merci beaucoup d'y avoir participé parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Toc, je ferme le sondage. Ok, c'est bon. Donc ça, c'était le Figaro sur cette question du vaccin. Article intéressant également sur l'impeachment de Trump qui met les républicains au pied du mur, regardez, nous dit le Figaro. C'est un article sur 2 pages qui nous rappelle le Figaro, après le lancement de la procédure de destitution par la Chambre des représentants, maintenant il appartient au Sénat de statuer sur l'implication du président sortant dans l'assaut contre le Capitole. Vous vous souvenez de ces images impressionnantes. Alors c'est intéressant parce que le Sénat il a la majorité républicaine. Et donc pour qu'il y ait impeachment, pour qu'il y ait destitution du président Trump, dans les derniers jours qui lui restent à la Maison-Blanche, eh bien il faut que en fait, des membres de son camp, de nombreux élus républicains, votent la destitution. Bon, moi mon sentiment c'est qu'il y a très peu de chances que ça arrive, et il y a très peu de chances que le président Trump soit destitué. Certains dans le chat s'interrogent peut-être quel intérêt de destituer un président américain à qui il ne reste que quelques jours à la Maison-Blanche. En fait, c'est dans la perspective de la prochaine présidentielle aux États-Unis. On estime que, je ne sais même pas d'ailleurs s'il était destitué, s'il aurait le droit tout simplement en tant que citoyen à se présenter. Et au-delà de ça, en termes d'image, pour lui ce serait une catastrophe. Donc c'est plutôt le coup d'après. Il ne pourra pas se représenter, c'est ça, il ne pourra pas se représenter. Alors, vous me semblez me confirmer cette information. C'est plutôt le coup d'après qui est joué, mais moi je vous fiche mon billet, je ne sais pas, c'est une vieille expression, je crois que ça me fiche mon billet, je vous parie que cette destitution n'ira pas à son terme parce que c'est extrêmement compliqué d'arriver à la majorité qualifiée au Sénat pour destituer un président. Ça n'est juste jamais arrivé dans l'histoire de la démocratie américaine. Donc voilà, si jamais il est destitué, je prends voilà, si mon petit pronostic est erroné, eh bien je mangerai en direct, je sais qu'est-ce que je pourrais manger en direct devant vous, je mangerai la une de Paris Match, là, voilà, je mangerai la une de Paris Match, si je me trompe. J'aime pas trop faire des pronostics sur l'actualité, parce que c'est pas mon rôle de journaliste, mais c'est juste pour vous rappeler qu'il y a très peu de chances que ça arrive. Voilà. Ça doit pas être très digeste, une de magazine. Donc ça c'est le Figaro. Qu'est-ce qui restait sur le Figaro à voir ensemble? Qu'est-ce que c'est ça? Oh, ça c'est drôle. Là on va se régaler. Là. C'est clippé, vous avez clippé mon pari. Vous êtes dur. Déjà, vous avez été dur avec ma chanson de Johnny, vous êtes dur. C'est clippé. Bon, voilà. Bon, alors maintenant, je croise les doigts pour que le président Trump ne soit pas destitué, juste pour m'éviter un petit aller-retour à l'hôpital pour un lavage d'estomac. Parce qu'elle a l'air. C'est costaud la une, hein. Parce qu'en fait, la une du magazine, c'est plus épais que les pages intérieures. J'aurais pas dû prendre la une, j'aurais dû prendre une page. Intérieur, j'aurais dû prendre, voilà. Une page intérieure, quoi. Voilà. Une page de... Oh tiens, ça me fait penser qu'il faut que je parle d'Alain Duhamel. J'aurais dû plutôt prendre ça. Bon, très mauvaise idée. Ça, c'est drôle. Il y a un monsieur qui vient de sortir un livre, sans les agrafes, je ne mangerai pas les agrafes, qui me pose la question dans le chat. Il y a un monsieur qui vient de sortir un livre, il s'appelle Manuel Tissier. Le livre, ça s'appelle
pardon, à l'insu de mon plein gré, les plus belles excuses du dopage. Ils ont écrit ça à quatre mains avec Christophe Duchiron, Manuel Tissier, et donc le titre de l'article, Dopage pour contester un contrôle positif, tous les coups sont permis. On parle bien sûr des sportifs de haut niveau, et en fait c'est un livre assez rigolo qui recense les excuses les plus farfelues dans l'histoire du sport inventées par les sportifs pour expliquer un dopage, un test positif. On va en prendre 2 ou 3, juste pour se marrer un petit peu. Alors, on a les pilules qui sont tombées dans le plat de pâtes. Alors ça, c'est une finaliste de Roland Garros en 2012 qui s'appelle Sarah Errani. Elle est contrôlée positive en 2017 à un stimulateur hormonal qui accroît la masse musculaire. Et alors la joueuse évoque la négligence parce que sa maman souffre d'une maladie. Et donc elle prend un médicament qui contient ce fameux produit, ce létrozole. Et par mégarde, la maman elle a fait tomber les pilules dans les pâtes qu'elle cuisinait à sa fille. Donc la fille a mangé la pasta, quoi. Et puis bien sûr elle était positive. Chapeau pour trouver l'histoire. Après c'est pas tout, hein. C'est pas la meilleure. Ça c'est mon numéro 3 sur le podium. Je vous en donne 3. Numéro 2, la crème pour faire pousser la moustache. C'est un rugbyman japonais contrôlé positif à un stéroïde anabolisant, donc toujours sur le... Ok, la prise de masse. Alors lui, il explique qu'en fait, il a utilisé une pommade pour faciliter la pousse des poils, pour avoir une belle moustache. Voilà. Il a pris 2 ans de suspension. Chapeau. M'excuse. La première dame, la joueuse de tennis, elle a pris 10 mois de suspension. Donc le tribunal arbitral du sport est pas trop dupe quand même. Et alors, la meilleure pour moi, numéro 1, la meilleure histoire. Alors, c'est Fatima Yvelin qui a été contrôlée positive à un test à l'EPO en 2012 après un semi-marathon à Perpignan. Donc, EPO positive, ok, le test est formel. Alors, quelle explication a donné cette dame, cette athlète? En fait, des pluies torrentielles s'étaient abattues sur Perpignan le jour de la course, ok, vous suivez? Et l'eau ruisselant sur la chaussée a été contaminée par les déchets hospitaliers d'un établissement bordant le parcours. Donc vous imaginez, ok, la coureuse elle court, il pleut, l'eau ruisselle, elle ruisselle puis du coup elle emporte des déchets hospitaliers sur la chaussée où elle court. C'est pas fini parce qu'il faut vraiment faut l'imaginer. Les projections d'eau, parce que flic flac flac elle court dans l'eau, les projections d'eau auraient imbibé ses sous-vêtements et comble de malchance, ses organes génitaux, d'où le test positif après la prise d'un échantillon d'urine. Mais la meuf. Donc oui, en fait je courais, il pleuvait, on a longé un hôpital, déchets positifs, l'eau a emmené les déchets positifs, donc dont de l'EPO, bien sûr, jusqu'à moi, j'ai marché dans une flaque, l'eau m'a aspergé, je m'en suis mis partout, et après quand j'ai fait pipi, il y avait de l'EPO dedans. Respect quoi. Mais alors, elle a pris 2 ans de suspension, mais moi je pense qu'elle devrait avoir un prix quand même. Je sais pas, un prix pour un César du meilleur scénario dans le chat, ouais. Quand même, parce que fallait la trouver, quoi. Bon, vous voyez, ça c'est un peu aussi, je vous lis ces petites bêtises pour vous dire que un quotidien, un journal, c'est passionnant. Vous avez le Figaro, vous avez l'actualité, là, vous avez le Covid, vous avez Trump, vous avez les derniers développements. Bon, ça aide à comprendre un petit peu le monde dans lequel on fonctionne. Et puis, il y a la vie aussi, il y a des histoires comme ça, insensées, qui illustrent parfois l'inventivité immense des humains, comme ici, pour inventer des carabistouilles. Voilà. Donc, c'est ça. Et si vous ne lisez pas un quotidien, faites-vous ce plaisir de temps en temps, achetez-moi un journal, Libération, Figaro, L'Humanité, Le Monde, Le Parisien, votre journal régional, et vous verrez que vous aurez des bonnes surprises. Vous aurez d'abord vous aurez l'actu bien sûr et une source plutôt fiable d'informations, produite par une rédaction qui contrôle au maximum les informations qu'elle vous délivre. Je vous rappelle qu'un article, je le dis souvent dans le chat, mais un article c'est signé. Vous avez une signature en bas de l'article. S'il y a des erreurs dedans, vous savez à qui vous adresser. C'est pas un post sur Facebook posté par je ne sais qui. C'est signé. Donc l'article, le journaliste il prend sa responsabilité. L'article est vérifié par la rédaction, par la hiérarchie. C'est un article, il est relu avant d'être publié. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des erreurs parfois. C'est une activité humaine bien sûr, mais c'est vérifié, c'est encadré. Et puis voilà, voilà c'est ça l'information. Donc vous avez les infos plutôt fiables, et puis vous avez aussi de la vie comme ça. Et là on se fait un petit plaisir. Je vois, voilà, FC Carabistouille. Ouais. Bon, ça c'est intéressant. Oh, ça c'est passionnant. Toujours dans le Figaro, 10h49. On a le temps, ça tombe bien. En 20 ans, Wikipédia. Un génial article sur Wikipédia
Parce que anniversaire, a priori, hein, ça a 20 ans, peu ou prou, 20 ans, Wikipédia a révolutionné la diffusion du savoir. C'est un coup de projecteur du Figaro qui rappelle les débuts de Wikipédia, en fait, super décrié, et qui aujourd'hui a su imposer son modèle collaboratif, hein, et tout en suscitant de nouveaux débats. C'est vachement intéressant, je vous en lis juste quelques lignes. Mais je vous incite à aller voir cet article, page 25, dans les pages techno du Figaro. Lorsqu'ils lancent leur projet d'encyclopédie libre que chacun peut améliorer, les fondateurs, Jimmy Wales et Larry Sanger, les fondateurs de Wikipédia, ne s'attendaient pas du tout à ce succès d'une telle ampleur. 20 ans après, le site est l'un des plus consultés au monde, avec 500 millions de visiteurs uniques mensuels. Le pari initial paraissait un petit peu fou, c'est vrai. Hein, revenons 20 ans en arrière. Le pari initial paraissait un petit peu fou, bousculer la production et la diffusion des connaissances en permettant à tout à chacun d'écrire et de modifier un article. Le truc, à l'époque, c'était un truc de dingue. Aujourd'hui, on est habitué à ça. Beaucoup de critiques à l'époque. La masse de contenu produit, la qualité très inégale des articles, la présence d'erreurs, l'intervention d'auteurs mal intentionnés parfois, le pseudonymat aussi, hein, de la plupart des contributeurs, ainsi que la sensibilité de certains sujets pose très vite la question de la fiabilité des informations et des sources proposées par le site. Dans ces premières années, cette encyclopédie est très critiqué, rappelle le Figaro, voué aux gémonies, comme l'écrit le journaliste, par toute une communauté de sachants qui ne lui donnent aucun crédit. L'absence de vérification contrôlée par des tiers de confiance universitaires fait l'objet d'intenses débats, jusqu'en interne d'ailleurs. En fait, il y a eu un départ même en interne. L'un des deux fondateurs, là, il est parti à la suite de ces critiques. Il a quitté le navire, mais l'un est resté. C'est Jimmy Wales qui est resté, confiant qu'il était, dans l'idée que chaque contributeur doit pouvoir modifier le contenu d'un autre et qu'une autorégulation, c'est un petit peu le mot-clé de cette histoire, par une large communauté de wikipédiens, rédacteurs bénévoles et sérieux et impliqués qui se corrigent et se surveillent sans cesse, est le meilleur antidote aux failles du système. Et ça a marché, constate le Figaro. Pour affronter les problèmes soulevés, monter en gamme sur la crédibilité, le site a renforcé les règles. Alors parmi les principes fondateurs, mais vous connaissez sans doute tout ça aussi bien que moi, la vérifiabilité. Il faut donner ses sources quand on modifie un article. Hein, il faut donner ses sources qui peuvent provenir d'articles scientifiques, d'articles de journaux aussi. Donc il faut donner ses sources, par exemple. Et puis Wikipédia fait aussi le pari de la transparence en mettant parfois des bandeaux d'avertissement, hein, vous connaissez ça aussi, sur certains articles, parce que Wikipédia les juge insuffisants ou alors sujets à controverse, voire à neutralité. Et en 20 ans, Wikipédia a réussi à changer son image. Parallèlement, la montée de la... ça aussi c'est intéressant. Parallèlement, la montée de la désinformation fait des ravages partout ailleurs sur Internet, à tel point que l'observatoire Conspiracy Watch, qui surveille un petit peu tout ce qui est complotiste, tout ça sur Internet, qualifie Wikipédia d'îlot de rationalité dans un océan de rumeurs. Voilà. Hein, c'est un journal qui peut sembler à certains d'entre vous, le Figaro, qui est un vieux journal, c'est les vieux médias, c'est la presse papier, que moi j'adore. Mais voilà, vous avez un bel article sur Wikipédia aujourd'hui que je trouvais... c'est juste la transition de fou. Hier, en feuilletant les journaux avec vous, je suis tombé sur cette une de l'Actu, qui est un magazine pour les jeunes, pour les ados, dès 13 ans, qui est très bien d'ailleurs. Mais alors le titre m'a interpellé. Je passe vraiment du coq à l'âne, plutôt du coq au chat. Excellent. Parce que je vois le langage des chats expliqué par une comportementaliste. Alors, j'étais super intrigué. Le langage des chats. Le langage des chats. What the fuck, hein, passez-moi l'expression. Bon, déjà, passons sur la bobine de ces chats. Celui qui est en bas à droite, là, juste, moi, je le kiffe. Hein. Moi, je suis plus chien que chat. Hein. Pardon, je prends parti, là, désolé. Ça va provoquer des réactions, ça, parce qu'il y a des FC chats, je sais, dans le chat, là. Mais alors, celui en bas à droite, là, il y a du FC chien. Ça y est, c'est parti. Ça y est, c'est parti. C'est parti. Ah, j'aurais pas dû dire ça. Mais regarde la bobine du petit choupitou en bas à droite, là, regardez quoi. C'est trop chou. Là, j'ai presque envie de rejoindre le FC chat quand je vois des petits bonshommes comme ça. Langage des chats, qu'est-ce que c'est? Super déçu. En fait, non, c'est plus une analyse des comportements du chat. C'est intéressant, mais c'est pas comprendre le langage. Moi, j'ai cru que demain, j'allais pouvoir aller voir les chats et taper la discute, quoi. Regardez le titre, le langage des chats. Expliquer. Je me dis, ok, je vais aller voir, je sais pas comment ça s'appelle un chat. Quel nom peut donner un chat? Comment vous appelez votre chat? Donc, je suis pas très chat, moi. Comment vous appelez votre chat? Jo, Zozio, j'adore.
Minou, ouais, voilà, ok, d'accord. Félix, ok. Chat, c'est bien aussi. Georges, ouais. Aria, Sania, c'est parti. Oh, le FC Chat, mais tellement, croquette, croquette, j'adore. Zoro, Andouille, pff. Oscar, Edwige, Samuel, c'est une blague ça ou c'est vrai? Zelda, ah, ok. Bon, c'est trop chou. Donc, ok. Bon, allez, Babouche, Plume. Je viens de voir passer Plume. Donc, moi, je pensais aller voir Plume. Et puis taper la dessus. Non, en fait, c'est l'analyse des comportements. Alors, bon, j'ai appris plein de trucs. Il faut pas le confondre avec un être humain. Il fallait pas penser qu'il fait. Non, le chat ne fait jamais de bêtises, nous dit cette comportementaliste, en fait. Le chat ne fait pas de bêtises car il ne ressent pas le bien et le mal. Tiens donc. Le punir ou le réprimander ne sert donc à rien. Quand il fait quelque chose, il a une raison féline de le faire. Il reste un animal ayant besoin d'occuper, de baliser son environnement pour s'y sentir bien. Votre chat, alors là, moi je traduis, votre chat, il fout le souk chez vous. Il vous retourne l'appart, il vous éventre les coussins, il vous déchire les rideaux, il balance ses croquettes, il fait les pires conneries. Dites rien. En fait, il fait des trucs de chat. Il fait... non, mais vous pouvez pas le gronder. Il va pas comprendre. En fait, le bien, le mal, non. Le côté obscur de la force ou ça, il maîtrise pas du tout. Donc c'est drôle. Donc l'engueulez pas, ça sert à rien. Vous laissez vivre. Voilà, c'est un chat qui a écrit l'article. Waterzee, excellent. Peut-être bien. J'ai appris ça donc. J'ai appris aussi qu'il fallait respecter bon ça c'est normal. Le besoin d'indépendance du chat parce qu'à la base c'est pas un être sociable. Ça je le savais moi. C'est pas un être sociable. Il recherche pas trop la compagnie le chat à la base. Donc faut le laisser tranquille. Voilà. Et puis, et là je suis d'accord, nos attentes ne sont pas les mêmes que celles du chat. On a une exigence parfois de câlin. Hein, le chat, on va le voir, on va voir Plume, dont je parlais tout à l'heure, puis il y a le câlin. Bon, parfois il n'a pas envie le chat. D'ailleurs, parfois, hop, il vous met un petit coup de patte sur le pif. Il n'a pas envie. Jamais réveiller un chat qui dort, je l'ai appris dans l'article. Laissez-le tranquille. Et puis ne l'habillez pas. Hein, ne lui mettez pas des anoraks, des trucs comme ça. On voit ça parfois. Hein. Voilà. Il n'y a pas d'anthropomorphisme, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, la projection un petit peu de nos questions humaines sur les animaux. Laissons-les vivre leur vie d'animaux. Ah, je suis assez d'accord avec ça. Voilà. Donc j'ai appris des trucs, même si donc je n'ai pas appris à part les chats. J'étais un peu déçu. C'est pas tout. Oh, 10h57, mais non, bon, c'est trop court, 1h30. Bon, demain, on essaiera de rester ensemble plus longtemps, samedi et dimanche. Mais j'ai quand même le temps, en 3 minutes, de vous parler d'un autre truc. Là, je vous rappelle qu'à 11h ce matin, j'ai une interview pour expliquer justement ce qu'on est en train de vivre ensemble ce matin. Alors, de quoi je voulais... Ah, ça, c'est passionnant. Sur quoi je vais finir? Ah si, non, ça, on va parler de ça. Parce que ça, j'ai oublié d'en parler hier. C'est un journaliste, en fait, qui travaille à la République, voilà, des Pyrénées, et en fait qui est passionné de gaming et d'écran, et puis il a sa page dans le journal tous les jours, la République des Pyrénées, peut-être pas tous les jours, mais de temps en temps, c'est un peu le spécialiste de la question, et bon là, il a écrit récemment une page, donc ça s'appelle Pyrénées Gaming, je trouve ça vachement intéressant. Alors d'abord, j'ai débranché un truc, mais manifestement, j'ai pas fait sauter le stream, donc c'est pas trop grave. 10h58, il me reste un petit peu de temps. Le jeu vidéo. Le journaliste rappelle que c'est le premier marché culturel du pays, avec des recettes qui sont loin derrière, devant la musique et le livre maintenant. Véritable succès dans les rayons, donc le jeu vidéo, mais aussi dans les esprits. Pour ce média pas comme les autres, mais désormais traité comme les autres. Ah, il y a de plus en plus de respect quand même pour cet univers, constate ce journaliste qui s'appelle Kevin Estrade, que je salue. Oh, il est sympa Kevin, qu'est-ce qu'il écrit ? Allez, je rejoins le FC Melon quelques secondes. L'énorme succès que rencontre le journaliste Samuel Etienne. Mais qui est ce jeune homme? Sûrement un beau gosse. Sur la plateforme Twitch, donc confirme un petit peu ce nouveau regard sur Twitch, sur les jeux vidéo aussi. Cette dernière, initialement créée pour que les joueurs puissent streamer, diffuser leurs parties, est désormais utilisée par de plus en plus de non-joueurs. Loin d'être un gamer, c'est vrai que la dernière fois que j'ai joué à un jeu vidéo, moi je crois que c'était Pac-Man. Samuel Etienne a pourtant épousé les yeux fermés cet univers très prisé des 12-35 ans. Sur sa chaîne, il propose des revues de presse qui rassemblent parfois jusqu'à 10 000 personnes en simultané. Là, vous êtes plus de 12 000, dont certaines n'ont pas ou n'ont plus l'habitude d'ouvrir un journal pour s'informer, comme quoi le jeu vidéo est bien plus qu'un média culturel. Je finis en vous signalant que ce journaliste
propose un article assez complet sur ce fameux jeu Cyberpunk 2077, ce jeu qui était tellement attendu et qui est peut-être sorti manifestement, d'après ce que je comprends, un petit peu trop vite avec des bugs, notamment pour les versions console. Sur PC, ça a l'air de tourner un cyberbug. Je vois dans le chat, c'est Kaiser Empire qui me dit ça, cyberbug, remboursé, bah oui, cyberpunk. Ah oui, on dit pas cyber, on dit cyber. C'est la prononciation, c'est ça? On dit cyber, pas cyber. Ah oui, j'ai encore appris. Cyber. Ok, ok, très bien. Bon, merci, j'ai appris un truc. Cyber, donc. Heureusement que vous êtes là. Et donc, ben, le journaliste fait un article assez intéressant là-dessus et il nous dit, ben, effectivement, il confirme, hein, il a essayé. Expérience fascinante. Il dit quand même que sur un plan visuel, eh bien, c'est quand même un jeu vidéo extrêmement abouti, un truc un peu révolutionnaire. Mais le problème, c'est que c'est super lourd. Et que du coup, ben, sur les consoles et sur les PC les moins puissants, ben, ça bug à mort. Donc, il attend les pas. On dit cyberpunk. Ça y est, j'y suis là. Je vois plein. Bercy. Beurre de micelle surtout. Ouais, ouais. Cyber. Ah, non, on dit cyber. Ah, bah alors vous n'êtes pas d'accord. On n'a pas le temps d'un sondage, mais merci en tout cas. Les amis, 11h01, d'un instant à l'autre. Ah bah attendez, en direct, ne bougez pas. Eric Eric Vous m'entendez Eric Ah, ne bougez pas. Bon, en fait, j'avais pas mis les écouteurs, mais Eric, le journaliste qui devait faire l'interview, je vais lui envoyer un texto. En fait, vient de m'appeler, et donc en direct, je vous cache rien, je vais lui dire, Eric, tchouk, tchac, je lui envoie un texto, je vous rappelle dans une seconde, je vous rappelle dans une minute, on va dire. Voilà, et donc c'était mon rendez-vous dont je vous parlais pour une petite interview, pour raconter un petit peu Twitch, la matinée Étienne, et le chat, et tout ça, et tout ça. Merci les amis. 11h02, on a un peu dépassé. Et puis, je vous souhaite, quel jour on est vendredi, donc une belle fin de semaine. Je vous souhaite un chouette week-end derrière. Donc à partir de samedi, couvre-feu 18h, on sait. Je vous retrouve dans Question pour un champion, hein, un petit peu de culture ce soir sur France 3 à 18h. On se retrouve demain, promis, dans la matinée Étienne sur Twitch. Je vous communiquerai comme d'habitude l'horaire sur Twitter, dans un petit tweet en fin de journée. Aux alentours de 9h30, je pense, hein, mais je vous confirme ça. Merci vraiment d'avoir été là, merci pour votre participation. Vous êtes plus de 12 000, c'est incroyable, en cette fin de stream. N'hésitez pas à suivre cette chaîne. Samuel Etienne sur Twitch, comme ça, eh bien, dès que je stream, vous serez notifié, si vous activez les notifications, comme ça vous ne louperez rien. Et puis n'hésitez pas à suivre mon compte Twitter aussi, parce que c'est là que je vous donne les infos pour vous dire quel jour et à quelle heure je stream. Merci à tous, vraiment. Ouais, je passe de super moments avec vous. Je remercierai jamais assez l'ami Étoile de m'avoir fait découvrir un petit coucou à Ponce, parce que je pense que Ponce va streamer ou sur le point de streamer. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Ponce là, après. Mais je remercie Étoile une nouvelle fois qui m'a fait découvrir il y a 9 mois maintenant cet univers que je trouve fascinant, cet espace de liberté qu'est Twitch et cet espace d'interactivité, hein, cyberpunk. Qui est là, qui me permet d'échanger avec vous. Donc merci, merci, merci. Prenez bien soin de vous et à très vite sur Twitch, à très vite dans Question pour un champion, à très vite sur France Info. Et je vous dis à demain matin, les amis. Bonne journée. Ciao, ciao. Love the shooter, they might cap you Martin Luther. Watch your back, they be shooting, boy. When you black, they want your future. Be careful of the shooter, they might cap you Martin Luther. Watch your back, they be shooting, boy. When you black, they want your future.
Just trying to take over. Just trying to take over. I'm trying to take over. No, I better stay sober. It's hostile outside. We're living in the wartime. I'm just trying to take over. No, I better stay sober. It's hostile outside. We're living in the wartime. Been a whole year, I've been hiding out. All those soldiers took my family down. Life is a nightmare, no way to escape. Bleak is my future, no doubt. 20 degrees F in the house. So what can I do to survive? I'm tired of talking to myself, but I'll never say die, I swear. Solo in my city, I see it's burning down. Chemically dead, but I say it's alright. Only a miracle can save me now. I be on my knees praying every day.